Ordre à la cour. Le marteau résonna fort, mais la petite fille de 7 ans ne broncha pas d'un pouce. Ses petites mains tenaient un dossier de documents qui pouvait tout changer. Son père était à quelques minutes d'être condamné injustement, et elle était la seule personne au monde qui pouvait le sauver. « Votre honneur, je suis l'avocate de la défense », dit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Dit, si cette histoire incroyable vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Les néons du tribunal du comté de Jefferson bourdonnaient au plafond, tandis qu'Emma Rodriguez, 7 ans, tenait une mallette usée qui était presque aussi grande qu'elle. Ses petites mains tremblaient, mais ses yeux bruns avaient une détermination qui aurait impressionné des avocats expérimentés. Le garde de sécurité la regarda avec confusion. « Ma petite, tu es perdue. Où est ta maman ?» demanda l'officier Jenkins, sa voix douce mais inquiète. Emma redressa ses petites épaules, portant une robe bleu marine que sa défunte grand-mère avait cousue pour l'église. « Je suis ici pour l'affaire Rodriguez, monsieur. Je représente mon papa. » Les sourcils du garde se levèrent. En ses 15 ans dans ce tribunal, il n'avait jamais entendu quelque chose comme ça. « Ma petite, tu ne peux pas simplement... Je sais ce que je fais. » Emma l'interrompit, sa voix se brisant légèrement, mais restant ferme. « Mon papa n'a pas fait ce qu'ils disent qu'il a fait. Il est innocent, et je vais le prouver. » 3 mois auparavant, Michael Rodriguez avait été arrêté pour avoir détourné $50 000 de la Henderson Construction Company, où il avait travaillé comme superviseur pendant 8 ans. Les preuves semblaient accablantes. L'argent avait été transféré sur un compte à son nom. Des images de sécurité le montraient accédant au coffre-fort de l'entreprise après les heures de travail, et sa propre signature apparaissait sur des factures falsifiées. Mais Emma savait quelque chose que la police ne savait pas. La nuit avant son arrestation, son père était rentré à la maison avec des lignes de préoccupation gravées profondément sur son visage. Il s'était agenouillé à côté de son lit et avait chuchoté « Mijita, si quelque chose arrive à papa, rappelle-toi que parfois de bonnes personnes sont accusées de mauvaises choses. Mais la vérité trouve toujours un moyen de briller à travers l'obscurité. » Elle n'avait pas compris alors. Maintenant, elle comprenait. Laissez un commentaire ci-dessous en racontant quelle partie de l'histoire vous a le plus impressionné jusqu'à présent. Avec sa mère, Maria, travaillant des doubles postes comme infirmière pour payer les factures et sans moyen de payer un avocat, Emma avait pris une décision qui surprit tous ceux qui la connaissaient. Elle défendrait son père seule. La bibliothèque publique devint sa deuxième maison. Madame Patterson, la bibliothécaire âgée, observa avec admiration, tandis que cette petite fille empruntait des livres de droit destinés aux étudiants en droit, droit pénal pour débutants, comprendre les procédures judiciaires, preuves et témoignages, des livres qui pesaient plus que le sac à dos d'Emma. « Es-tu sûre de pouvoir gérer cela, ma chérie ?» avait demandé Madame Patterson. « Mon papa compte sur moi », avait simplement répondu Emma. Nuit après nuit, tandis que d'autres enfants de son âge regardaient des dessins animés, Emma s'asseyait à la table de la cuisine avec des marqueurs et des cahiers, apprenant des mots comme « procédure légale régulière »,« charge de la preuve » et « doute raisonnable ». Elle ne dormait que 3 heures par nuit, survivant avec de la détermination et les sandwichs au beurre de cacahuètes que sa mère lui laissait. La partie la plus difficile n'était pas de comprendre la loi. C'était de rendre visite à son père en prison. À travers la séparation de verre épais, Michael Rodriguez semblait plus vieux. Ses mains calleuses, pâles par manque de soleil. Ses yeux se remplissaient de larmes chaque fois qu'il voyait sa petite fille se préparer pour la bataille. « Emma, tu n'as pas besoin de faire ça », chuchotait-il au téléphone. « Je vais trouver un autre moyen. »« Non, papa », répondait-elle, pressant sa petite paume contre le verre. « Tu m'as appris que quand quelqu'un que tu aimes a des problèmes, tu n'abandonnes pas, tu te bats. » Maintenant, debout dans le couloir de marbre du tribunal, Emma vérifia sa montre. Un cadeau de son père qui était trop lâche sur son poignet mince. Le procès commencerait dans 10 minutes.
La juge Harrison avait accepté à contre-cœur de la laisser représenter son père après qu'elle ait cité 3 amendements constitutionnels et 2 affaires de la Cour suprême de mémoire lors de leur réunion préliminaire. Le procureur de district James Mitchell, avait ri quand il avait appris qui était son adversaire. « Ce sera l'affaire la plus facile de ma carrière », dit-il à son équipe. Mais le procureur adjoint Robert Williams n'avait pas ri. Quelque chose à propos de la détermination féroce de la petite fille l'avait rendu nerveux, très nerveux, et pour une bonne raison. Si vous encouragez Emma, appuyez sur le bouton like maintenant. Emma ouvrit sa mallette et sortit un dossier Manila marqué comme preuve. À l'intérieur se trouvaient des documents qui changeraient tout, des documents que quelqu'un avait beaucoup essayé de cacher, des documents qui prouvaient que son père était innocent. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le véritable criminel était plus proche qu'elle ne l'imaginait, plus proche que quiconque ne l'imaginait. Tandis qu'Emma marchait vers la salle d'audience 3B, ses petits pas résonnant dans le vaste couloir, elle n'avait aucune idée que quelqu'un observait chacun de ses mouvements, quelqu'un qui savait exactement ce qui était dans ce dossier Manila, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour s'assurer que ces documents ne voient jamais la lumière du jour. L'horloge du tribunal sonna 9h. Il était temps que commence le combat de sa jeune vie. Le marteau de la juge Harrison résonna dans la salle d'audience 3B, tandis qu'Emma Rodriguez franchissait les lourdes portes de chêne. Toutes les têtes se tournèrent. Des chuchotements se répandirent dans la galerie comme un feu de broussailles. Est-ce vraiment une enfant? Ça doit être une blague. Où sont ses parents? Mais Emma n'avait d'yeux que pour son père, Michael, assis à la table de l'accusé dans une combinaison orange qui pendait lâchement sur sa silhouette diminuée. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il murmura silencieusement « Je t'aime, Mijita ». Le procureur de district James Mitchell se leva de sa chaise, son costume coûteux et ses cheveux argentés commandant le respect immédiat. À 55 ans, il n'avait jamais perdu une affaire aussi directe. Il regarda Emma avec un amusement mal dissimulé. « Votre honneur », Mitchell commença, sa voix résonnant. « Je m'oppose à ce cirque. Une enfant de 7 ans ne peut possiblement pas comprendre les complexités du droit pénal. » La juge Harrison, une femme sévère dans la soixantaine, se pencha en avant. « Monsieur Mitchell, cette cour a déjà statué sur la représentation de mademoiselle Rodriguez. L'accusé a renoncé à son droit à un avocat et mademoiselle Rodriguez a démontré une connaissance adéquate des procédures légales. » Emma fit un pas en avant, sa voix claire malgré son cœur qui battait la chamade. « Votre honneur, mon père est innocent. Les preuves montreront qu'une autre personne a volé cet argent et l'a incriminé pour cela. » Le tribunal bourdonna de murmures. Le procureur adjoint Robert Williams bougea inconfortablement dans son siège, ses mains si serrées que ses jointures devinrent blanches. Il continuait à regarder la mallette d'Emma, de la sueur se formant sur son front malgré la climatisation. « Monsieur Mitchell, vous pouvez présenter votre déclaration d'ouverture », annonça la juge Harrison. Mitchell se leva, s'adressant au jury avec une confiance pratiquée. « Mesdames et messieurs, c'est un cas simple de vol. Michael Rodriguez avait accès au coffre-fort de Henderson Construction Company. Des images de sécurité le montrent là-bas après les heures. L'argent volé a été trouvé dans un compte à son nom. Sa signature apparaît sur des factures falsifiées. Les preuves sont accablantes et indéniables. » Emma observa attentivement les visages du jury, comme elle l'avait lu dans ses livres de droit. Madame Chen, la professeure retraitée au siège 4, semblait sympathique. Monsieur Thompson, le mécanicien au siège 7, semblait sceptique de la certitude de Mitchell. Quand Mitchell termina, Emma se leva. Ses jambes semblaient engelées, mais elle se rappela les mots de son père. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, Mijita. C'est de faire ce qui est juste, même quand tu as peur. « Mesdames et messieurs du jury », Emma commença, sa jeune voix portant étonnamment bien dans la grande salle. « Mon papa m'a appris que la vérité est comme un diamant enterré dans la boue. Il peut être difficile à voir au début, mais quand tu laves toute la saleté, il brille plus que toute autre chose. » Certains membres du jury se penchèrent en avant, intrigués par l'éloquence inattendue d'une si petite personne.
Le procureur veut que vous croyiez que mon père a volé de l'argent à des gens qu'il considérait comme sa famille. Mais les diamants ne mentent pas, et mon papa non plus. Je vais vous montrer des preuves que le véritable voleur court encore libre. Pouvez-vous imaginer le courage qu'a eu cet enfant? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Quand Emma retourna à son siège, elle remarqua le procureur adjoint Williams chuchotant urgemment au téléphone. Son visage était devenu pâle et ses mains tremblaient. Quelque chose allait très mal et Emma commençait à soupçonner quoi. Le premier témoin de l'accusation était Sarah Henderson, fille du propriétaire de l'entreprise de construction. À 32 ans, elle gérait les finances de l'entreprise avec une attention méticuleuse aux détails. « Mademoiselle Henderson », Mitchell commença, « veuillez dire au tribunal au sujet des fonds manquants. » La voix de Sarah était ferme, mais triste. 50 000 $ ont disparu de notre compte opérationnel sur 3 mois. L'argent a été transféré sur un compte enregistré sous le nom de Michael Rodriguez. Emma observa le visage de son père se tordre de douleur. Il avait travaillé pour la famille Henderson pendant 8 ans, construisant leur confiance, projet par projet. « Et comment avez-vous découvert cela ?» Mitchell continua. « Notre comptable, Madame Garcia, a remarqué des discordances dans les rapports mensuels. Quand nous avons enquêté, nous avons trouvé des factures falsifiées pour des matériaux qui n'avaient jamais été livrés. » Mitchell présenta les preuves, relevés bancaires, registres de transfert, factures, tout semblait pointer directement vers Michael Rodriguez. Quand vint le tour d'Emma pour interroger, elle se tint sur un petit tabouret que l'huissier avait fourni. « Mademoiselle Henderson », Emma commença, sa voix douce. « Vous avez dit que vous faisiez confiance à mon père comme à un membre de la famille, correct? » « Oui, je faisais confiance. C'est ce qui rend cela si déchirant. Si quelqu'un voulait voler à votre entreprise, il aurait besoin de connaître beaucoup de choses sur le fonctionnement de votre affaire, n'est-ce pas ?» Sarah hocha la tête. « Oui, il aurait besoin d'accès à nos systèmes informatiques, de connaissance de nos fournisseurs et de compréhension de nos horaires de paiement. Et il aurait besoin de savoir exactement quand et comment éviter d'être attrapé. » Certainement. Emma sortit un document de sa mallette. « Mademoiselle Henderson, voici une liste de tous ceux qui avaient accès à vos systèmes informatiques. Pouvez-vous lire les noms pour le jury ?» Les yeux de Sarah s'élargirent tandis qu'elle lisait. « Sarah Henderson, Frank Henderson, Madame Garcia, Robert Williams. » Sa voix s'éteignit. « Robert Williams !» Emma répéta, regardant directement le procureur adjoint qui était devenu blanc comme un drap. « C'est le procureur adjoint de Monsieur Mitchell, n'est-ce pas ? Le même Robert Williams qui travaillait pour Henderson Construction avant de devenir avocat ?» Le tribunal explosa en chuchotement. Mitchell bondit sur ses pieds. « Objection. Pertinence. Votre honneur, » Emma dit, sa jeune voix forte et claire. Monsieur Williams avait un accès complet au système financier de Henderson Construction. Il connaissait leurs procédures, leurs horaires et leurs mesures de sécurité. N'est-ce pas pertinent pour savoir qui aurait pu commettre ce crime? La juge Harrison semblait intriguée. Objection rejetée. Continuez, mademoiselle Rodriguez. Emma se tourna vers Sarah. Quand monsieur Williams a-t-il cessé de travailler pour votre entreprise? Il y a environ 6 mois, il est parti pour rejoindre le bureau du procureur. Seulement 2 mois avant que les vols ne commencent, le visage de Sarah montra une compréhension naissante. Oui, exactement 2 mois. Williams se leva brusquement, sa chaise raclant fort contre le sol. Votre honneur, j'ai besoin de sortir. Je ne me sens pas bien. Mademoiselle Henderson, monsieur Williams a-t-il jamais demandé au sujet de vos nouvelles procédures de sécurité après avoir quitté l'entreprise? Mitchell objecta à nouveau, mais la juge Harrison était maintenant totalement impliquée. Je vais permettre. La voix de Sarah était à peine un chuchotement. Oui, il m'a appelé plusieurs fois disant qu'il était inquiet pour la sécurité financière de ses anciens employeurs. Il a demandé au sujet de nos nouvelles procédures bancaires et quand nous avons mis à jour nos systèmes de mots de passe. Emma regarda le jury, puis la chaise vide où Williams avait été assis. Pas d'autres questions, votre honneur.
Oh, ce retournement est incroyable. Laissez-moi votre like si vous êtes impressionné par l'intelligence de cet enfant. Cette nuit-là, Emma était assise à la table de la cuisine, entourée de documents légaux, quand sa mère, Maria, revint de son poste d'infirmière au Memorial Hospital. Des cernes sombres ombraient les yeux de Maria et son uniforme était froissé d'une journée de 14 heures. « Mijita, comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Maria demanda, embrassant le sommet de la tête d'Emma. « Je pense que j'ai découvert qui a vraiment volé l'argent, mamie. Mais maintenant j'ai peur qu'il sache que je l'ai découvert. » Le cœur de Maria se serra. Sa fille de 7 ans ne devrait pas avoir à porter ce fardeau. Mais sans argent pour un avocat et la vie de Michael suspendue à un fil, elle n'avait pas le choix. « Raconte-moi tout, Emma. » Tandis qu'Emma expliquait au sujet de Robert Williams et sa connexion avec Henderson Construction, les instincts d'infirmière de Maria entrèrent en action. Elle avait vu assez de personnes en crise pour reconnaître les signes de culpabilité et de désespoir. « Tu dois être très prudente, Mijita. Les animaux acculés sont les plus dangereux. » Emma hocha la tête, mais son attention était focalisée sur la pile de documents devant elle. Cachée parmi les dossiers d'emploi de son père, elle avait trouvé quelque chose qui n'appartenait pas là. Une photocopie d'une lettre de démission de Henderson Construction datée d'il y a 6 mois. Mais ce n'était pas la lettre de démission de Williams. Elle était signée par quelqu'un appelé David Chen, le même nom de famille que Madame Chen, la professeure retraitée dans le jury. L'esprit d'Emma s'emballa. Pourquoi cette lettre serait-elle dans le dossier de son père? Elle prit sa loupe, un autre outil de son kit de détective, et examina la lettre de plus près. La signature semblait incorrecte. L'écriture était trop propre, trop pratiquée, et le cachet de date montrait qu'elle avait été photocopiée seulement 2 semaines auparavant, bien après que Williams ait déjà quitté l'entreprise. Quelqu'un avait planté cette preuve. Les mains d'Emma tremblèrent quand elle réalisa les implications. Si Williams était prêt à planter de fausses preuves dans le dossier de son père, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Et plus important, qu'est-ce qu'il ferait pour l'empêcher de l'exposer? Un bruit dehors fit qu'Emma se figea. Une voiture s'était arrêtée de l'autre côté de la rue, avec les phares éteints. Dans l'obscurité, elle pouvait voir une silhouette assise au siège du conducteur, observant leur maison. « Mamie !» Emma chuchota. « Il y a quelqu'un dehors. » Maria regarda par le rideau et appela immédiatement le 911. Mais quand la police arriva 20 minutes plus tard, la voiture avait disparu. L'officier Martinez, qui avait répondu à l'appel, était sceptique. « Madame, il n'y a aucune preuve que quelqu'un ait été là. Ça pourrait avoir été quelqu'un visitant un voisin. » Mais Emma savait mieux. Quand l'officier partit, elle remarqua quelque chose qui fit que son sang se glaça. Sur l'entrée de devant se trouvait un jouet d'enfant, un petit marteau en plastique, comme celui qu'elle avait vu sur la table de Williams pendant le procès. Le message était clair. « Arrête d'enquêter ou affronte les conséquences. » Emma prit le marteau jouet et le tint fermement. Si Williams pensait qu'il pouvait intimider une enfant de 7 ans, il était sur le point d'apprendre à quel point il se trompait. Quelle tension! Cette histoire devient de plus en plus excitante. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le matin suivant apporta un drame inattendu. Le procureur adjoint Robert Williams n'était nulle part où être trouvé. Sa secrétaire dit à la juge Harrison qu'il avait appelé disant être malade avec une intoxication alimentaire, mais Emma remarqua les regards inquiets de Mitchell vers la chaise vide. « Votre honneur », Mitchell annonça. L'accusation appelle Tom Bradley à la barre. Tom Bradley, un homme corpulent dans la cinquantaine avec des cheveux gris, prêta serment avec confiance. Comme garde de sécurité nocturne de Henderson Construction, son témoignage était crucial pour le cas de l'accusation. « Monsieur Bradley », Mitchell commença, « veuillez dire au tribunal ce que vous avez vu la nuit du 15 mars. Je faisais ma ronde régulière quand j'ai vu Michael Rodriguez entrant dans le bâtiment vers 11 heures du soir. Il a utilisé sa carte d'accès et est allé directement au bureau de Monsieur Henderson. Avez-vous trouvé cela inhabituel ? Très inhabituel. Les employés ne devraient pas être là après 21 heures sans autorisation spéciale. » Emma écouta attentivement, prenant des notes dans son écriture enfantine.
Mais quelque chose la dérangeait au sujet du témoignage de Bradley. Elle avait passé des heures la nuit précédente à appeler l'entreprise de sécurité qui employait Bradley, et ce qu'elle avait appris était explosif. « Monsieur Bradley !» Mitchell continua. « Qu'avez-vous fait quand vous avez vu Monsieur Rodriguez ?» Je l'ai suivi et observé par la fenêtre du bureau. Je l'ai vu ouvrir le coffre-fort et retirer plusieurs articles. Puis, il a utilisé l'ordinateur pendant environ 20 minutes. Et êtes-vous sûr que c'était Michael Rodriguez ? Absolument sûr. Je le connais depuis 8 ans. Mitchell sourit avec confiance. Pas d'autres questions. Emma se leva, son tabouret prêt. Le tribunal était plein maintenant. Le mot s'était répandu au sujet de l'enfant luttant contre le bureau du procureur et les journalistes remplissaient les rangées du fond. « Monsieur Bradley », Emma commença, sa voix claire et forte, « vous avez dit que vous avez vu mon père à 11h du soir le 15 mars, correct ?»« C'est exact. » Emma sortit un document. « Voici votre carte de pointage de Secure Guard Services pour le 15 mars. Pouvez-vous dire au jury à quelle heure vous êtes parti cette nuit-là ?» L'expression confiante de Bradley vacilla légèrement. « Je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle pas exactement. Selon ce registre officiel, vous êtes parti à 20h47. Votre poste finissait à 21h, mais vous êtes parti tôt. Comment auriez-vous pu voir mon père à 23h si vous ne travailliez même pas ?» Le tribunal bourdonna de chuchotements. Mitchell bondit. « Objection. Fondement. Votre honneur, Emma dit. J'ai une déclaration sous serment de M. Peterson, le superviseur de Secure Guard Services, confirmant ces registres. » La juge Harrison examina le document. « Objection rejetée. Continuez, mademoiselle Rodriguez. » Emma se tourna vers Bradley, dont le visage était maintenant rouge de transpiration. « Monsieur Bradley, vous n'étiez pas à Henderson Construction le 15 mars à 23h, n'est-ce pas? Je peux avoir confondu les dates. Ou peut-être quelqu'un vous a-t-il payé pour mentir au sujet d'avoir vu mon père là-bas. »« Objection !» Mitchell cria. « Spéculation. Je vais retirer cette question, votre honneur. » Emma sortit un autre document. « Monsieur Bradley, avez-vous jamais reçu de l'argent de Robert Williams ?» Les mains de Bradley commencèrent à trembler. « Je n'ai pas besoin de répondre à ça. En fait, si vous devez, dit la juge Harrison fermement, répondez à la question. Robert m'a aidé avec quelques factures une fois, mais ça n'avait rien à voir avec cette affaire. » Le cœur d'Emma battait fort, mais sa voix resta ferme. « Quand M. Williams vous a-t-il donné cet argent, M. Bradley? » « Je ne me rappelle pas exactement. » Emma remit un autre document au greffier. « Voici une copie d'un chèque de Robert Williams pour Tom Bradley, daté du 20 mars, seulement 5 jours après que vous ayez allégué avoir vu mon père à l'entreprise. Le montant est de 1500 $. Quelle facture vous aidait-il à payer, M. Bradley? » Le tribunal devint silencieux, excepté pour le grattage des stylos des journalistes. Bradley regarda Mitchell désespérément, mais le visage du procureur était devenu gris. « Je ne peux pas me rappeler. »« Monsieur Bradley, » Emma dit, sa jeune voix pleine de colère juste. « Robert Williams vous a-t-il payé pour mentir au sujet d'avoir vu mon père cette nuit-là » La contenance de Bradley se brisa complètement. « J'avais besoin de l'argent, les factures médicales de ma femme. Williams a dit que ça ne blesserait personne, que Rodriguez était coupable de toute façon. » Le tribunal explosa. La juge Harrison frappa son marteau répétitivement. « Ordre, ordre à la cour. Quel moment dramatique. Si vous êtes au bord de votre siège en regardant cela, laissez un commentaire ci-dessous. » Tandis que Tom Bradley s'effondrait à la barre, confessant son parjure, Emma savait que la marée avait tourné. Mais elle savait aussi que la partie la plus dangereuse était encore à venir. Williams était désespéré maintenant. Et les personnes désespérées font des choses dangereuses. Pendant la pause, la mère d'Emma s'approcha avec des larmes dans les yeux. « Mijita, je suis si fière de toi, mais j'ai aussi peur. Et si cet homme Williams essaie de te faire du mal ?» Emma serra sa mère fort. « Mamie, papa m'a toujours dit que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais ça vaut toujours la peine. Je ne vais pas laisser qu'il détruise notre famille. » Quand le tribunal reprit, Mitchell ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en une matinée. « Votre honneur, à la lumière de nouvelles preuves, l'accusation demande une brève pause pour réviser notre cas. » Mais la juge Harrison n'était pas disposée à accepter cela. «
Monsieur Mitchell, vous avez eu des mois pour vous préparer. Nous procédons. Emma se leva, son cœur battant la chamade, mais sa détermination plus forte que jamais. Votre honneur, j'aimerais appeler mon prochain témoin. J'appelle Frank Henderson à la barre. Frank Henderson, le propriétaire âgé de Henderson Construction, semblait confus tandis qu'il prêtait serment. À 72 ans, il avait construit son entreprise de rien et faisait confiance à ses employés comme à sa famille. Monsieur Henderson, Emma commença, vous avez dit que vous faisiez entièrement confiance à mon père, correct? Michael était comme un fils pour moi. C'est pourquoi toute cette situation a été si dévastatrice. Emma hocha la tête avec sympathie. Monsieur, vous rappelez-vous quand vous avez mis à jour votre système de sécurité informatique? Oui, il y a environ 4 mois, Robert Williams a recommandé que nous mettions tout à jour. Il a dit qu'il y avait de nouvelles menaces pour les petites entreprises. Emma sentit les pièces s'emboîter. Et qui vous a aidé à installer ce nouveau système? Robert a aidé. Il est resté tard plusieurs soirs pour s'assurer que tout était configuré correctement. Il a dit qu'il voulait s'assurer que nous étions protégés. Monsieur Henderson, pendant ces soirs, quand Monsieur Williams était seul avec votre système informatique, a-t-il demandé les nouveaux mots de passe et codes d'accès? Le visage de Frank commença à montrer de la compréhension. Oui, il a dit qu'il en avait besoin pour tester la sécurité. Je lui ai donné un accès administratif complet. Emma sortit sa preuve finale, un document qu'elle avait gardé exactement pour ce moment. Monsieur Henderson, j'aimerais que vous regardiez ce relevé bancaire. Il montre le compte où l'argent volé a été déposé. Frank examina le document, ses mains tremblant légèrement. Il dit que c'est le compte de Michael. Mais quoi? L'adresse sur ce compte n'est pas l'adresse de Michael. C'est 1247 Oak Street, appartement 3B. C'est là où vit Robert Williams. Je l'ai aidé à déménager là quand il a quitté l'entreprise. Le tribunal explosa en halètements et chuchotements. Emma sentit une vague de triomphe, mais elle fut tempérée par la connaissance qu'elle venait d'exposer un criminel dangereux qui avait tout à perdre. Quand Frank Henderson quitta la barre, son visage plein de remords d'avoir douté de Michael, Emma savait qu'elle avait prouvé l'innocence de son père, mais sa victoire fut interrompue par une commotion à l'arrière du tribunal. L'officier Martinez fit irruption par les portes, sa radio crépitant de messages urgents. « Votre honneur !» Martinez annonça. « Nous avons une situation. Robert Williams a été appréhendé en tentant de fuir au Mexique avec plus de 100 000 $ en liquide. Il a avoué avoir détourné de Henderson Construction et incriminé Michael Rodriguez. » Le tribunal explosa en larmes, mais le triomphe d'Emma était aigre-doux. Tandis qu'elle regardait le visage baigné de larmes de son père, elle réalisa que ce n'était que le début de sa lutte pour la justice. Quelle fin incroyable pour cette première partie. Mais l'histoire d'Emma est loin d'être terminée. Continuez à regarder pour voir comment elle devient la plus jeune avocate d'Amérique. 3 mois après que Michael Rodriguez soit sorti libre du tribunal du comté de Jefferson, la vie d'Emma s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La fille, qui avait tremblé avec sa mallette trop grande, était maintenant le sujet de gros titres nationaux. Mais la célébrité vint avec un prix qu'Emma n'attendait pas. Leur petit appartement sur Maple Street était maintenant constamment entouré de camionnettes de nouvelles et de journalistes. Emma ne pouvait pas marcher jusqu'à la bibliothèque sans être suivie par des caméras. Un matin, apporta un visiteur inattendu. La juge Harrison était à leur porte, son expression habituellement sévère, adoucie par une préoccupation genuine. « Madame Rodriguez, puis-je parler avec Emma ?» demanda la juge Harrison. « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser toutes les deux. » Dans leur petit salon, la juge Harrison expliqua que l'association du barreau américain considérait créer une provision spéciale pour que des mineurs exceptionnels pratiquent le droit sous supervision rigoureuse. Emma serait la première candidate pour ce programme révolutionnaire. « Emma, dit la juge Harrison, tu as montré une habileté légale remarquable, mais tu as besoin d'un entraînement approprié. L'école de droit de Harvard s'est offerte à créer un programme éducationnel spécial pour toi. » Les yeux d'Emma s'élargirent. L'école de droit de Harvard,
l'endroit dont elle n'avait fait que rêver en lisant des livres de droit à la bibliothèque. Cette nuit-là, tandis qu'Emma était couchée dans son lit, elle entendit ses parents converser à voix basse. Son père, Michael, luttait pour trouver du travail depuis sa libération. Le mot de son arrestation s'était répandu dans l'industrie de la construction, et malgré son exonération, les employeurs hésitaient à l'embaucher. « Peut-être que le don d'Emma est la réponse à nos prières », Michael chuchota. « Si elle devient une avocate célèbre, elle peut aider des familles comme la nôtre. Elle peut s'assurer qu'aucune personne innocente ne passe par ce que j'ai passé. » Mais la voix de Maria était épaisse de larmes. « C'est juste un bébé, Michael. Je ne veux pas perdre ma petite fille au monde. » Emma ferma les yeux et prit une décision qui changerait tout. Elle irait à Harvard, mais pas pour la célébrité ou l'argent. Elle irait pour devenir la voix de personnes qui n'ont pas de voix, la défenseur de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Cambridge, Massachusetts, semblait être un autre monde pour Emma Rodriguez. Les anciens bâtiments de briques de l'école de droit de Harvard se dressaient au-dessus d'elle comme des géants, leurs murs couverts de lierre chuchotant des siècles de tradition légale. À 7 ans, entourée de professeurs et d'étudiants de 3e cycle, Emma ne s'était jamais sentie plus petite ou plus déterminée. La doyenne Margaret Whitfield, une femme distinguée dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique, avait conçu le programme spécialisé d'Emma personnellement. « Emma, expliqua-t-elle, son premier jour, tu vas assister à des conférences modifiées, travailler avec un tuteur et, plus important, observer de vrais cas dans notre clinique légale. » Le tuteur d'Emma était le professeur James Crawford, un ancien secrétaire de la Cour suprême qui se spécialisait en droit constitutionnel. Pendant leur première session, il testa les connaissances d'Emma avec des cas hypothétiques complexes. « Emma, imagine un scénario où un aveu a été obtenu sans les droits Miranda appropriés, mais l'accusé est clairement coupable basé sur des preuves physiques. Comment procèdes-tu » Emma considéra soigneusement. « Professeur Crawford, la culpabilité n'importe pas si le système est brisé. Si nous permettons des violations de droits constitutionnels pour certaines personnes, nous créons un précédent qui met en danger les droits de tous. » Les sourcils de Crawford se levèrent avec surprise et admiration. Raisonnement excellent. Mais et si l'accusé a commis un crime violent? Qu'en est-il des victimes? Alors nous trouvons une autre façon de prouver la culpabilité qui respecte la loi. Emma répondit fermement. La justice ne consiste pas à prendre des raccourcis. Il s'agit de faire les choses de la bonne manière, même quand c'est plus difficile. Mais si vous êtes impressionné par la sagesse de cet enfant, partagez cette vidéo pour inspirer plus de personnes. 3 mois dans son expérience à Harvard, Emma reçut une lettre qui changerait tout. Elle venait d'une prison de sécurité maximale au Texas, écrite dans une calligraphie soigneuse par un homme nommé David Martinez. « Chère Emma », la lettre commençait. « Je t'ai vue aux nouvelles, et j'écris parce que je n'ai nulle part ailleurs où me tourner. J'ai été dans le couloir de la mort pendant 8 ans pour un meurtre que je n'ai pas commis. Mon avocat commis d'office m'a à peine parlé et des preuves clés n'ont jamais été présentées. J'ai 3 mois avant ma date d'exécution. Je sais que tu n'es qu'une enfant, mais tu es mon seul espoir. » Emma lut la lettre 3 fois, ses mains tremblant. Couloir de la mort. Exécution. Ce n'étaient pas des mots qu'une enfant de 7 ans devrait avoir à comprendre, mais Emma les comprenait parfaitement. Elle apporta la lettre au professeur Crawford, qui la lut avec une expression grave. « Emma, les cas de peine de mort sont extraordinairement complexes. Ils requièrent des années d'expérience et des ressources massives. »« Mais et s'il est innocent ?» Emma demanda. « Et si David Martinez meurt parce que personne ne va l'écouter ?» Crawford étudia le visage déterminé d'Emma et prit une décision qui choquerait l'establishment légal. « Si tu es sérieuse à ce sujet, je vais t'aider, mais nous devrons assembler une équipe et nous travaillerons contre des probabilités impossibles. » En 1 semaine, Emma avait assemblé une équipe légale sans précédent. Le professeur Crawford fournit l'expertise constitutionnelle. Sarah Chen, une brillante étudiante de 3e année, se chargea de la recherche. Dr Patricia Williams, une spécialiste forensique, accepta de réviser les preuves pro bono. Mais quand Emma appela la prison de David Martinez pour programmer une consultation,
elle rencontra son premier obstacle majeur. « Désolé, mademoiselle », dit le directeur avec un amusement mal dissimulé. Mais les enfants ne sont pas permis dans les installations de sécurité maximale. Il n'y a pas d'exception. Emma sentit son cœur s'effondrer, mais alors elle se rappela les mots de son père. Quand quelqu'un te dit que quelque chose est impossible, Mijita, c'est quand tu sais que ça vaut la peine de se battre pour. Le matin suivant, Emma présenta une poursuite fédérale contre le département de justice criminelle du Texas, exigeant le droit de représenter son client, indépendamment de son âge. « Cet enfant n'abandonne jamais. Si vous aussi êtes quelqu'un qui n'abandonne pas ses rêves, laissez votre like. » Le tribunal fédéral à Austin, Texas, bouillonnait de tension tandis qu'Emma Rodriguez, maintenant âgée de 8 ans, se préparait à argumenter son cas pour le droit de visiter le couloir de la mort. 3 chaînes de télévision diffusaient les procédures en direct et des manifestants des 2 côtés remplissaient des marches du tribunal. Le juge Robert Sterling, un nommé de Reagan connu pour son interprétation constitutionnelle stricte, regarda Emma avec curiosité et préoccupation. Mademoiselle Rodriguez, comprenez-vous la gravité de ce que vous demandez? Les installations de sécurité maximale ont des restrictions d'âge pour des raisons de sécurité publique. Emma était à la table du demandeur, flanquée par le professeur Crawford et une équipe d'étudiants en droit de Harvard. Malgré sa petite stature, sa voix porta clairement à travers le tribunal. Votre honneur, le 6e amendement garantit à tout accusé le droit à une représentation adéquate. David Martinez m'a choisi comme son avocate. L'État ne peut pas nier ce droit basé seulement sur mon âge. La procureure générale du Texas, Patricia Collins, une femme formidable dans la cinquantaine, se leva pour répondre. Votre honneur, ceci concerne plus que l'âge. Une installation de sécurité maximale abrite les criminels les plus dangereux de notre État. Aucun enfant ne devrait être exposé à cet environnement, indépendamment de ses habiletés légales. Emma avait anticipé cet argument. Votre honneur, je ne demande pas un accès sans restriction. Je demande des réunions supervisées avocat-client dans une salle de conférence sécurisée. Les mêmes droits accordés à tous les autres avocats au Texas. Pendant la pause déjeuner, le professeur Crawford emmena Emma à part. « Emma, j'ai enquêté sur le cas original de David Martinez. Il y a quelques incohérences troublantes. » Emma écouta intensément, tandis que Crawford expliquait. « Le témoin clé qui a identifié Martinez a changé son histoire 3 fois. L'arme du crime a été trouvée 2 semaines après que la scène de crime ait supposément été isolée. Et les preuves ADN qui l'ont condamné ont été traitées par un laboratoire qui a depuis été discrédité pour avoir falsifié des résultats. Alors il est vraiment innocent? Emma demanda, bien qu'elle soupçonnait cela de ses lettres. Plus que ça, Crawford dit sombrement. Je crois que quelqu'un l'a délibérément incriminé, et je crois qu'ils sont très nerveux que tu t'impliques. Cet après-midi, le juge Sterling rendit sa décision. Bien que cette cour reconnaisse les circonstances inhabituelles de ce cas, le 6e amendement garantit en effet le droit à l'avocat choisi. Mademoiselle Rodriguez aura la permission de visite supervisée avec son client avec des mesures de sécurité appropriées. La victoire d'Emma fut interrompue par des nouvelles inattendues. La date d'exécution de David Martinez avait été avancée de 2 mois. Au lieu d'avoir 3 mois pour se préparer, elle n'avait maintenant que 4 semaines. C'est hautement irrégulier, dit le professeur Crawford à Emma, tandis qu'il révisait l'ordre judiciaire. Les dates d'exécution sont rarement avancées sans circonstances extraordinaires. Emma étudia le document, son esprit de 8 ans traitant des implications qui défieraient des avocats expérimentés. « Professeur, et si quelqu'un veut que David Martinez meure avant que nous puissions prouver son innocence ?» La tension augmente. Pouvez-vous sentir la pression que cet enfant affronte? Commentez vos impressions. Le matin suivant apporta des nouvelles plus troublantes. Dr Patricia Williams, la spécialiste forensique qui avait accepté de réviser le cas de Martinez, appela avec des informations alarmantes. « Emma, j'ai essayé d'accéder aux preuves originales du cas de David, mais on m'informe qu'elles ont été détruites. Toutes. Échantillons ADN, empreintes digitales, même l'arme du crime. Supposément, c'était une élimination de routine, mais le timing est suspect. »
Emma sentit un frisson de peur, mais aussi une vague de détermination. Docteur Williams, ils peuvent détruire les preuves, mais ils ne peuvent pas détruire les témoins. L'avocat original de David est encore vivant, et le procureur qui l'a mis dans le couloir de la mort aussi. L'unité de sécurité maximale de la pénitencier d'État de Huntsville semblait être un autre monde. Emma marcha à travers de multiples points de contrôle, sa main de 8 ans éclipsée par les portes de sécurité massives qui se fermaient derrière elle. Le capitaine de garde Morris, un homme sévère mais surprenamment gentil, l'escorta à la salle de conférence des avocats. « Mademoiselle Rodriguez », dit le capitaine Morris silencieusement. « En 30 ans de travail ici, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Cet homme a maintenu son innocence tous les jours pendant 8 ans, n'a jamais causé de problème, n'a jamais arrêté d'avoir de l'espoir. La plupart des détenus du couloir de la mort, ils changent après un temps. David Martinez n'a pas changé. Ça te fait réfléchir. » Quand Emma vit David Martinez pour la première fois à travers le verre renforcé, son cœur se brisa. À 35 ans, il semblait plus vieux que son père, ses cheveux foncés, prématurément gris, ses yeux gardant une tristesse qui semblait sans fond. Mais quand il lui sourit, elle vit quelque chose de plus, l'espoir. « Tu dois être Emma », David dit à travers l'interphone, sa voix douce malgré tout. « Je ne peux pas croire qu'une enfant soit disposée à se battre pour moi quand tout le système a abandonné. » Emma ouvrit sa mallette, une nouvelle, appropriément dimensionnée pour sa collection grandissante de documents légaux. « Monsieur Martinez, je crois que vous êtes innocent, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout au sujet de la nuit où Patricia Hendris a été assassinée. » L'histoire de David était déchirante. 15 ans auparavant, il avait été un étudiant universitaire travaillant à temps partiel dans un magasin de proximité pour payer ses études. La nuit du meurtre, il avait étudié à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, puis était allé directement chez lui à son appartement. « La police m'a arrêté 3 jours plus tard », David expliqua. « Ils ont dit qu'un témoin m'avait vu sortant du bâtiment d'appartement de Patricia à l'heure où elle a été assassinée, mais Emma, je n'ai jamais connu Patricia Hendris. Je ne savais pas qu'elle existait jusqu'à ce qu'il m'accuse de l'avoir tuée. » Emma prit des notes soigneuses, son jeune esprit identifiant déjà des incohérences. Qui était ce témoin? Un homme nommé Thomas Walsh. Il a allégué qu'il m'avait vu courant du bâtiment. Mais Emma, j'étais à la bibliothèque cette nuit-là. J'ai emprunté 3 livres à 21h15, seulement 15 minutes avant que le meurtre n'ait supposément eu lieu. La bibliothèque était à 3 kilomètres de là. Le pouls d'Emma s'accéléra. « Monsieur Martinez, avez-vous encore les reçus de la bibliothèque ?» Le visage de David s'affaissa. « Mon avocat original a dit qu'ils n'étaient pas importants. Il ne les a jamais présentés au procès. » Après sa visite, Emma retourna à Harvard avec une détermination ardente. Elle appela immédiatement la bibliothèque publique d'Austin et parla avec Madame Henderson, la bibliothécaire en chef. « Mademoiselle Rodriguez, je me rappelle parfaitement cette nuit-là, » dit Madame Henderson. « David Martinez était un de nos étudiants réguliers, très poli, très dévoué. Il était ici jusqu'à ce que nous fermions à 21h30. Je me rappelle spécifiquement parce qu'il a demandé à emprunter des livres supplémentaires pour ses études de justice criminelle. » Les mains d'Emma tremblèrent tandis qu'elle écrivait la déclaration de Madame Henderson. David Martinez n'aurait pas pu commettre le meurtre. Il avait un alibi à toute épreuve qui n'avait jamais été présenté à son procès. Quelle découverte incroyable! Cette enquête révèle une conspiration beaucoup plus grande que nous l'imaginions. Mais la révélation qui brisa la compréhension d'Emma du cas vint quand elle enquêta sur le procureur qui avait condamné David Martinez 15 ans auparavant, le procureur de district William Morrison, le même William Morrison qui était maintenant procureur général du Texas, le même William Morrison qui avait le pouvoir d'avancer les dates d'exécution. Le cœur d'Emma battit fort tandis que les pièces s'emboîtaient. Morrison avait construit sa carrière politique sur des condamnations de haut profil. Le cas Martinez avait été son tremplin vers des postes plus élevés. Si l'innocence de David était prouvée, cela ne libérerait pas seulement un homme. Cela détruirait la carrière de Morrison et exposerait un patron de mauvaise conduite prosécutoriale qui pourrait s'étendre sur des décennies.
Mais la découverte la plus choquante d'Emma vint quand elle enquêta sur le témoin original, Thomas Walsh. Selon les dossiers publics, Walsh était mort dans un accident de voiture 6 mois après avoir témoigné contre David Martinez. Mais l'enquête d'Emma révéla quelque chose de terrifiant. Thomas Walsh avait reçu 50 000 $ d'une source anonyme seulement une semaine avant le procès. Quelqu'un avait payé Walsh pour mentir et quand Walsh était devenu un obstacle, il avait été éliminé. Les mains d'Emma tremblèrent tandis qu'elle appelait le professeur Crawford. « Professeur, je crois que David Martinez a été incriminé par la même personne qui essaie maintenant de l'exécuter avant que nous puissions prouver son innocence. » La voix de Crawford était sombre. « Emma, si tu as raison, alors tu ne te bats pas seulement pour un homme innocent. Tu affrontes une conspiration qui atteint les plus hauts niveaux du gouvernement du Texas. » Emma regarda la photo de David Martinez qu'elle gardait sur son bureau. Un homme qui avait passé 8 ans dans le couloir de la mort pour un crime qu'il n'avait pas commis, dont l'exécution était maintenant à seulement 2 semaines. « Alors, c'est ce que nous ferons, professeur. Nous allons tous les faire tomber. » 10 jours avant l'exécution programmée de David Martinez, Emma Rodriguez reçut un appel qui changea tout. La voix de l'autre côté était déguisée électroniquement, mais le message était cristallin. « Arrête d'enquêter sur le cas Martinez, petite fille, ou toi et ta famille allez le regretter. » Emma trembla en raccrochant le téléphone, mais sa détermination ne fit que se renforcer. Elle appela immédiatement l'agent du FBI Sarah Chen, qui avait silencieusement enquêté la corruption dans le système de justice du Texas. « Emma, » dit l'agent Chen pendant le rappel vidéo sécurisé. Nous construisons un cas contre William Morrison depuis 3 ans. Ton enquête a fourni les pièces manquantes que nous avions besoin, mais maintenant, tu es en danger réel. La carrière de Morrison, sa liberté, tout dépend de ce que David Martinez meure avant que la vérité ne sorte. Emma restait dans un appartement sécurisé près de Harvard, protégée par des marshals fédéraux, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que le temps s'épuisait pour David. C'est alors qu'Emma prit une décision qui choquerait la nation. Elle convoqua une conférence de presse pour le matin de l'exécution de David Martinez. Toutes les principales chaînes d'actualité, journaux et médias en ligne seraient là. Elle présenterait toutes ses preuves publiquement, exposerait la conspiration et forcerait le monde à voir ce qui se passait. Si vous êtes anxieux de voir comment cette histoire se termine, activez les notifications du canal. Mesdames et messieurs, Emma commença, debout derrière un podium spécialement abaissé pour sa taille. Mon nom est Emma Rodriguez et je suis ici pour vous parler de la plus grande erreur judiciaire que j'ai jamais témoignée. Pendant 20 minutes, Emma présenta son cas avec une précision dévastatrice. Elle présenta les dossiers de la bibliothèque qui prouvaient l'alibi de David. Elle montra les dossiers financiers prouvant que Thomas Walsh avait été payé pour mentir. Elle révéla le patron de mauvaise conduite prosécutoriale qui avait caractérisé la carrière de Morrison. David Martinez a été dans le couloir de la mort pendant 8 ans parce que William Morrison avait besoin d'une condamnation pour avancer sa carrière politique. Emma déclara, sa jeune voix portant le poids d'une conviction absolue. « Dans 6 heures, un homme innocent mourra à moins que nous arrêtions cette farce. » Mais le moment le plus puissant d'Emma vint quand elle regarda directement les caméras et parla du cœur. « J'ai 8 ans, dit-elle, sa voix se brisant légèrement avec émotion. Je devrais être en 3e année, m'inquiétant des examens d'orthographe et des disputes de récréation. Au lieu de ça, je suis ici me battant pour la vie d'un homme, parce que les adultes qui devraient protéger la justice lui ont failli. » Elle fit une pause, rassemblant la force pour son appel final. « David Martinez m'a écrit parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où se tourner. Il a cru que même une enfant pourrait voir la vérité quand les adultes refusaient de regarder. Aujourd'hui, je vous demande à tous d'être des enfants encore, de voir ce cas avec des yeux clairs et des cœurs honnêtes, d'exiger la justice, non pas parce que c'est politiquement convenable, mais parce que c'est juste. » La conférence de presse d'Emma fut diffusée en direct à travers la nation. Les médias sociaux
explosèrent, avec le soutien pour David Martinez. Des manifestants se rassemblèrent devant la capitale de l'État du Texas. Les lignes téléphoniques du bureau du gouverneur furent congestionnées avec des appels exigeant la clémence. À 17h47, en ce qui devrait être le dernier jour de David Martinez sur Terre, Emma Rodriguez était assise dans une salle de conférence sécurisée du FBI, regardant l'appel le plus important de sa vie. L'agent du FBI, Sarah Chen, tenait le récepteur avec des mains fermes, mais Emma pouvait voir la tension dans ses yeux. « Gouverneur Williams », dit l'agent Chen au téléphone. « Nous avons des preuves irréfutables que David Martinez est innocent et que le procureur général William Morrison a orchestré sa condamnation injuste. Nous avons besoin que cette exécution soit suspendue immédiatement. » Emma retint son souffle. « Oui, monsieur. » L'agent Chen continua. « Je comprends les implications politiques, mais la vie d'un homme innocent est en jeu. » D'à exactement 18h, tandis qu'Emma regardait la couverture des nouvelles de dernière minute apparurent sur tous les écrans. Procureur général du Texas, William Morrison, arrêté sur des accusations fédérales de conspiration. Les mains d'Emma volèrent à sa bouche, tandis qu'elle regardait Morrison être emmené menotté. Sa carrière politique se terminant dans la disgrâce la plus publique imaginable. Des agents du FBI perquisitionnèrent simultanément son bureau et sa maison, trouvant des preuves non seulement de la condamnation injuste de David Martinez, mais un patron de corruption qui s'étendait sur 2 décennies. L'agent Chen raccrocha le téléphone avec un sourire qui illumina toute la pièce. Emma, le gouverneur Williams a accordé un pardon complet à David Martinez. Il est libéré immédiatement. Emma explosa en larmes, non pas de tristesse, mais de soulagement et de joie écrasant. Elle l'avait fait. Contre des probabilités impossibles, elle avait sauvé la vie d'un homme innocent et exposé une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement. Quel moment émouvant! Si vous vous êtes ému comme moi, laissez un like et partagez cette histoire inspirante. 3 heures plus tard, Emma était devant la pénitencier d'État de Huntsville, tandis que David Martinez marchait par les portes, un homme libre. À 35 ans, il semblait plus vieux que ses années, mais ses yeux brillaient avec quelque chose qu'Emma n'avait jamais vu auparavant, une liberté complète. « Emma », David dit, s'agenouillant à son niveau, des larmes coulant sur son visage. « Tu m'as rendu ma vie. Comment puis-je te remercier ?» Emma l'étreignit fort, cet homme pour qui elle avait tant lutté pour sauver. « Monsieur Martinez, vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous avez juste besoin de vivre la vie que vous étiez destiné à vivre. » La frénésie médiatique qui suivit fut sans précédent. L'histoire d'Emma captura l'imagination du monde entier. Mais le résultat le plus significatif ne fut pas la couverture des nouvelles ou les contrats de livres ou les droits cinématographiques qu'Hollywood offrit. Ce fut l'appel qu'Emma reçut le matin suivant de la présidente de la Cour suprême, Margaret Roberts des États-Unis. « Emma », dit la justice Roberts, sa voix pleine d'admiration, « ce que tu as accompli n'est rien de moins que miraculeux. Mais plus que ça, tu as exposé des défauts fondamentaux dans notre système de justice que nous ne pouvons plus ignorer. » Emma écouta intensément tandis que la justice Roberts expliquait que son cas avait provoqué une révision d'urgence de tout le système légal américain. « Par ton travail, le Congrès rédige la loi Martinez, une réforme judiciaire compréhensive qui préviendra les condamnations injustes et s'assurera qu'aucune personne innocente n'affronte jamais l'exécution encore. Tu as littéralement changé le cours de la justice américaine. » Mais la révélation qui coupa le souffle à Emma vint après. « Emma, il y a une chose de plus. Ton travail légal dans le cas Martinez a été révisé par des académiques constitutionnels à travers la nation. Ton résumé était si minutieusement recherché, si brillamment argumenté qu'il est étudié dans les écoles de droit comme un chef-d'œuvre de raisonnement légal. » La justice Roberts fit une pause et Emma pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Emma Rodriguez, à 8 ans, tu viens de devenir la plus jeune personne dans l'histoire américaine à renverser seule une sentence de mort, exposer la corruption gouvernementale et inspirer la législation fédérale.
tu n'es pas seulement une enfant remarquable. Tu es une pionnière légale qui sera rappelée aux côtés des plus grands défenseurs de la justice dans l'histoire de notre nation. 6 mois plus tard, Emma était dans le jardin de roses de la Maison-Blanche, tandis que le président Johnson signait la loi Martinez. David Martinez était à son côté, travaillant maintenant comme défenseur des droits des victimes, dédiant sa liberté à aider d'autres qui avaient été trahis par le système. « Emma !» dit le président Johnson, tandis qu'il lui remettait le stylo cérémoniel utilisé pour signer la législation. « Tu as prouvé que la justice ne concerne pas l'âge ou l'expérience. Il s'agit de courage, de détermination et d'une croyance inébranlable que la vérité prévaudra. » Emma regarda la foule rassemblée pour la cérémonie, ses parents, le professeur Crawford, la juge Harrison et des centaines d'autres qui avaient soutenu son voyage. Mais ses yeux trouvèrent David Martinez, l'homme dont elle avait sauvé la vie, qui avait maintenant la chance de réaliser ses rêves. « Monsieur le Président », Emma dit, sa voix claire et forte. « Mon papa m'a toujours dit que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais ça vaut toujours la peine. Aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. » Tandis que les applaudissements résonnaient à travers le jardin de roses, Emma Rodriguez, maintenant âgée de 9 ans, réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Elle avait sauvé un homme innocent, mais il y avait des milliers d'autres qui avaient besoin de son aide. L'enfant qui était entré dans un tribunal tremblant de peur était devenu quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Une enfant qui pouvait déplacer des montagnes, changer des lois et prouver que même la plus petite voix pouvait dire la vérité la plus forte. Et quelque part au Texas, William Morrison était assis dans une cellule de prison fédérale, payant finalement le prix pour ses crimes, tandis que David Martinez marchait libre sous le même soleil qui était une fois programmé pour se coucher sur sa vie pour toujours. La justice, Emma avait appris, ne concernait pas seulement gagner des cas. Il s'agissait de s'assurer que personne, peu importe combien petit, jeune ou impuissant il semblait, n'ait jamais à affronter l'injustice seul. La plus jeune avocate dans l'histoire américaine était devenue quelque chose d'encore plus remarquable. Un phare d'espoir pour quiconque avait jamais été dit que leur lutte était impossible. Et Emma Rodriguez ne faisait que commencer. Quelle histoire incroyable! Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner au canal, laissez votre like et activez la cloche pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Partagez dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une personne déterminée à faire la différence, indépendamment de l'âge. À la prochaine.